Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode d'Historiapolis centré sur l'histoire du peuple juif. Après avoir évoqué en première partie le judaïsme dans l'Antiquité, puis après s'être concentré sur l'évolution du judaïsme dans les temps médiévaux, il va s'agir ici de voir comment la religion et les communautés juives ont évolué en Europe et dans le monde à partir de la Renaissance, donc en gros des années 1500, jusqu'aux prémices de la Révolution française en 1789. On avait conclu l'épisode précédent en mentionnant l'expulsion des Juifs de la péninsule ibérique dans les dernières années du XVe siècle. Eh bien, la Renaissance se déploie sous le signe d'une profonde reconfiguration des espaces juifs en Europe et en Méditerranée. Les anciens espaces de présence se vident, et d'autres anciens espaces périphériques deviennent les lieux centraux du judaïsme moderne. On l'a vu, les foyers principaux du judaïsme européen médiéval sont, pour les séfarades, l'Espagne, le Portugal et dans une moindre mesure l'arc Perpignan-Avignon, donc le littoral méditerranéen français, du côté du Languedoc et de la Provence. Pour les Ashkénazes, il s'agit des grandes villes de la vallée du Rhin. À la Renaissance, le judaïsme séfarade, expulsé de la péninsule ibérique entre 1492 et 1496, se propage dans tout le bassin méditerranéen, en premier lieu au Maghreb, mais aussi entre Grèce et Turquie actuelle, emportant avec lui ses traditions et sa langue, le ladino. Les Ashkénazes se déplacent à l'est, vers les actuelles Pologne, Biélorussie, Russie et Ukraine, sans oublier les pays baltes où ils parlent le yiddish. À la marge, et à la mesure des conquêtes européennes du Nouveau Monde, quelques pionniers juifs vont s'installer dans les régions plus lointaines, comme la Guinée, les Caraïbes, l'Asie et l'Amérique. Globalement, l'Europe chrétienne sera peu à peu perçue comme plus favorable à l'établissement et à la vie des communautés juives que le monde musulman déclinant. Cependant, l'Empire ottoman aura pendant longtemps une image très positive auprès des Juifs, qui y établiront l'une de leurs nations les plus prospères dans cet âge intermédiaire entre féodalité et modernité. C'est aussi une période paradoxale que la Renaissance où les Juifs expulsés, encore parias, suscite de plus en plus l'intérêt des penseurs humanistes. Attention cependant, intérêt ne veut pas forcément dire sympathie, comme en témoignent les jugements très durs de ce bon connaisseur du judaïsme qu'est Érasme, ou encore les œuvres au minimum ambiguës, voire carrément anti-juives, que sont les poèmes de Pierre de Ronsard, ou encore la célèbre pièce de théâtre Le Marchand de Venise de William Shakespeare. Il en va de même du protestantisme. Si on a beaucoup disserté sur la proximité de valeurs entre judaïsme et protestantisme, développant sur certains points des discours compatibles, encore faut-il rappeler que le premier des protestants, Martin Luther, fut un judéophobe invétéré. Sur le plan géographique, si les Juifs sont désormais nettement fixés dans deux espaces principaux qui sont l'Europe de l'Est et le bassin méditerranéen sur ses rives sud et est, ils demeurent présents par petites touches en Europe occidentale, en fait principalement dans les ports, Venise, Livourne, Ancône en Italie, Bordeaux et Bayonne en France, Anvers, Amsterdam ou encore Hambourg, le long de la mer du Nord. Le XVIe siècle, c'est aussi la grande époque des diasporas maranes à travers le monde. Les maranes, on l'a vu dans le précédent épisode, étaient ces juifs d'Espagne ou du Portugal qui s'étaient officiellement convertis au christianisme mais continuaient de pratiquer leur religion en secret. Ayant quitté en masse la péninsule ibérique, ils se sont installés dans divers centres commerciaux et villes cosmopolites du monde, et ils ont largement participé à l'établissement et l'expansion des empires espagnols et portugais en Amérique et ailleurs. C'est notamment à propos de cette participation que naîtra plus tard la fameuse polémique quant à la proportion de participation de grands financiers juifs à la traite esclavagiste et au commerce triangulaire européen. Toujours est-il que, en permanence soupçonnés d'hypocrisie, les nouveaux chrétiens, donc les maranes ou conversos, vont vivre pendant plusieurs siècles dans des statuts précaires, entre tolérance du fait de leurs activités économiques et répression ou expulsion par l'Inquisition. Michel Abitbol détaille notamment l'épopée de la dynastie Nascimendes, d'une certaine manière les Rothschild du XVIe siècle, originaires du Portugal mais qui vont jouer un grand rôle dans la connexion des judaïsmes de l'Atlantique et de la Méditerranée, des ports de la mer du Nord à ceux du Levant, structurant les communautés juives de l'époque et soutenant ardemment la croissance de l'Empire ottoman,
notamment en finançant les Turcs à la célèbre bataille de Lépante en 1571 contre les Espagnols et une coalition de flottes italiennes. Le Maghreb devient rapidement le principal foyer de déplacement des Juifs ibériques. C'est un peu leur nouvelle Espagne, où ils imposent rapidement aux anciennes communautés juives locales leur manière de faire et leur supériorité intellectuelle et démographique. Les relations avec les souverains locaux sont en demi-teinte, en fonction des époques. Le cas ottoman est un peu différent, bien que, comme dans le cas maghrébin, les Juifs espagnols et portugais qui s'installent à Constantinople aient un net sentiment de supériorité vis-à-vis des Juifs locaux hellénisants, qu'on appelle les romagnotes, et finissent rapidement par les engloutir culturellement. D'ailleurs, le pouvoir ottoman, bien plus solide que les pouvoirs maghrébins, n'est pas sans éprouver une certaine admiration pour ces Juifs remarquablement intelligents, polyglottes, connaisseurs de nombreux savoirs techniques, y compris en matière d'armement, et résolument pro-ottoman face aux puissances italiennes et espagnoles, bien qu'ils en possèdent la culture. Mais les Juifs ne pénétreront jamais directement les rouages de l'État ottoman, demeurant commerçants et artisans de haut niveau, car les postes de hauts fonctionnaires, diplomates et interprètes, notamment présidents aux relations avec le monde chrétien, étaient occupés par des chrétiens et en particulier les Grecs qu'on appelle phanariotes, c'est-à-dire qui vivaient dans le quartier du Phanar à Constantinople et entretenaient une tradition de haute formation culturelle. Les deux plus grandes villes juives de l'Empire ottoman au début du XVIe siècle sont bien entendu Constantinople, avec 40 000 juifs, soit 10% de sa population, et Salonique avec 17 000 juifs, soit près de la moitié de la population. Mais on compte aussi quelques communautés juives d'origine ibérique, florissantes, notamment en Égypte et en Palestine, un peu à Jérusalem, mais surtout à Safed, en Galilée, prospère durant le XVIe siècle et qui devient un foyer rabbinique et kabbalistique important, notamment sous l'impulsion de son plus célèbre représentant, Isaac Luria, d'origine espagnole par sa mère. Au XVIIe siècle, aux alentours de 1666, émerge le messianisme d'un homme, Sabbatai Tzvi, à l'origine d'un mouvement qu'on va appeler le sabbatéisme, et qui va avoir un impact durable sur le judaïsme. Tzvi n'est pas le premier juif à se prendre pour le Messie, mais il a sûrement été celui qui a eu le plus d'impact et qui a été le plus suivi par les juifs. En fait, Sabbatai Tzvi avait annoncé la fin des temps pour le 18 juin 1666. Donc, comme on le sait, la Kabbale juive a une véritable fascination pour les chiffres et leur signification. Le 18 juin 1666, en termes numériques, il s'agit du 18, donc 6 plus 6 plus 6, juin, le 6e mois de l'année, et 1666, donc ce qui nous donne 6 plus 6 plus 6, 06, 1666, avec toute la connotation qu'on connaît dans les religions juives et chrétiennes du chiffre 6 et plus encore du chiffre 666. Mais cette date passée, l'un des rares rabbins ayant pris position contre Tzvi, qui de son foyer Smyrne avait réussi à convaincre la grande majorité des juifs jusqu'à Hambourg et à l'Atlantique, ce rabbin opposé à Tzvi dénonça Tzvi au sultan ottoman Mehmed IV à propos du risque sérieux de sédition que constituaient les sabbatéens pour l'Empire. Mehmed IV décide alors d'arrêter Tzvi et lui demande de choisir entre la conversion à l'islam et la mort. Ce dernier choisit d'apostasier, ce qui lui laisse la vie sauve et ne l'empêche pas de continuer plusieurs années de prêcher sa doctrine, qui était tolérée tant qu'elle était discrète, mais il provoque un grand mouvement de déception parmi les juifs. L'échec de ce mouvement a eu deux grandes conséquences. D'une part, au sein du judaïsme européen, une montée du rationalisme et une prise de distance vis-à-vis des autorités religieuses qui devaient préfigurer sur le long terme ce que l'on appelle la Haskalah, c'est-à-dire les Lumières juives. D'ailleurs, même si Spinoza n'a jamais évoqué Tzvi, il est évident que son proto-athéisme rationaliste est extrêmement résonnant quand on sait que, au moment même du déploiement de sa pensée, les élites juives redoublaient de fanatisme mystique sabbatéen. D'autre part, et c'est davantage un phénomène accompagnateur qu'une conséquence du sabbatéisme, la poursuite de l'accélération du déclin du judaïsme méditerranéen au profit de l'ascension définitive, en tout cas jusqu'à nos jours, du judaïsme d'Occident, qui devait se montrer désormais dominant. Il est intéressant de constater que ce pivot juif à la fin du XVIIe siècle, du sud et de l'est méditerranéen vers l'Europe du Nord et la Manche,
accompagné d'un pivot d'une religiosité superstitieuse vers un rationalisme croissant, est analogue à un pivot similaire bien plus large, formidablement analysé par Paul Hazard dans La crise de la conscience européenne, où l'on constate que la civilisation européenne tout entière se tourne vers le nord et vers toujours plus de rationalisme sur la période qui court environ de 1680 à 1715. Dans le monde musulman, et à part en Anatolie où les juifs continuent de connaître une certaine prospérité, les conditions de vie et la ferveur intellectuelle juive déclinent progressivement, parallèlement à l'effondrement de l'autorité ottomane dans les provinces reculées de l'Empire, la relation entre Istanbul et les provinces reculées devenant de plus en plus similaire à celle du Saint-Empire médiéval avec ses provinces lointaines. Cela favorise les comportements tyranniques des potentats locaux musulmans à l'égard des juifs et des chrétiens. En Égypte, les juifs sont mal vus par les Mamelouks, car ils passent trop pour pro-ottomans. En fait, c'est sous la domination des Beys en Tunisie que la condition des juifs est la meilleure, car ils sont relativement bien traités du fait de leur importance dans le commerce transméditerranéen, notamment avec leurs coreligionnaires du port de Livourne en Italie. Mais en général, le niveau économique des juifs, de plus en plus confinés aux Mellas au Maghreb, qui sont des ghettos un peu coupés du monde, d'une certaine manière l'équivalent de ce qu'on appellera plus tard le shtetl en Europe de l'Est, ce niveau économique est extrêmement précaire dans toutes les régions sud et est méditerranéennes. Expulsés d'Espagne et du Portugal, les Juifs au XVIe siècle ne sont plus guère nombreux en Europe du Sud. Seule une petite communauté subsiste en Italie du Nord, particulièrement active dans l'édition de livres et le commerce maritime, composé de nombreux marânes ayant fui la péninsule ibérique. C'est la raison pour laquelle ils sont particulièrement nombreux à Venise et à Livourne. Il faut aussi noter une communauté juive non négligeable à Ferrare. Le retour progressif des Juifs en France, quant à lui, se fait d'abord par le sud-ouest. Mais les Juifs ne s'y installent pas massivement car ils cherchent en fait souvent à rejoindre Amsterdam et les ports d'Europe du Nord. Cependant, deux principales communautés de Juifs portugais et espagnols y feront souche, à Biarritz et à Bordeaux. Sous Louis XV, sur le plan légal, les Juifs sont toujours interdits en France. C'est la raison pour laquelle les seuls foyers juifs officiels sont dans des enclaves comme les Trois-Évêchés en Lorraine, mais aussi en Alsace, en Avignon ou dans le Comtat venessin qui est une petite enclave papale au nord de la Provence. Pour autant, ces communautés informelles de Biarritz ou de Bordeaux finissent par être reconnues par Louis XV en 1723 et vont jusqu'à jouir d'importants privilèges au long du XVIIIe siècle. Concrètement, le XVIIIe siècle est surtout marqué par les importantes tensions internes qui caractérisent les Juifs en France et dans ces enclaves. Il y a donc au seuil de la Révolution trois grandes communautés. Les Juifs d'origine portugaise de Biarritz et Bordeaux, avec des familles célèbres comme les Pereire ou les Gradis notamment, les plus riches et les plus puissants du royaume, jouissant d'importants privilèges, commerçant beaucoup sur les routes de l'Atlantique avec leurs cousins maranes d'Europe du Nord, les Juifs du Pape, dont les familles les plus célèbres sont les Astruc ou encore les Vidal, plus ancienne communauté juive française bénéficiant du statut de citoyen sur les terres pontificales, bien qu'encore discriminés par la batterie de mesures ecclésiastiques à leur encontre, mais pouvant pratiquer librement leur religion. Peu à peu, se sentant à l'étroit, ils se dispersent dans tout le tiers sud de la France et se retrouvent en proie à un racisme non dissimulé de la part des Juifs de Bordeaux notamment. Enfin, les Juifs alsaciens, ashkénazes, sont les plus nombreux, ils sont 20 000 environ. Et ils parviennent, quelques années avant la Révolution, à améliorer leur statut légal dans cette région, en faisant notamment abolir le fameux Grauselhorn, une sonnerie dans toute la ville de Strasbourg qui obligeait les Juifs à quitter la ville à partir d'une certaine heure du soir. Mais regardons désormais du côté de la Flandre et de la Hollande. Les Juifs chassés du Portugal et d'Espagne vont d'abord se réfugier à Anvers. Mais après la reprise de la ville par les Espagnols en 1565, qui y pratiquent ici aussi l'inquisition contre les Juifs convertis, ils se replient sur Amsterdam, ville à la puissance commerciale ascendante qui ne leur est pas hostile. En fait, c'est le XVIIe siècle qui consacrera l'accès aux droits presque pleins et entiers des Juifs dans les Provinces-Unies, avec notamment en 1657 la reconnaissance aux Juifs néerlandais expatriés des mêmes droits qu'aux autres citoyens du pays. Du fait des trajectoires complexes des maranes, bons connaisseurs du catholicisme et qui parfois
y restent relativement attachés même quand ils se sont installés en Hollande et ne sont plus obligés de le pratiquer, mais aussi de l'état d'esprit hollandais assez cosmopolite. Amsterdam va devenir donc une communauté particulièrement rationaliste et libérale, ce qui n'est pas sans provoquer parfois l'agacement, voire le déchaînement des responsables rabbiniques locaux. Les juifs ibéro-hollandais ont pour la plupart encore des liens assez étroits avec des proches restés chrétiens à Séville, Madrid, Lisbonne ou Porto. La plupart ont du mal à appréhender le judaïsme autrement que comme une foi, une confession, et non comme une manière d'être imprégnant tous les aspects de la vie. Il n'est pas rare d'ailleurs que, revenus au judaïsme, d'ex-nouveaux chrétiens tiraillés s'éloignent de leurs coreligionnaires juifs, refusent de se faire circoncire et décident de retourner en Espagne ou au Portugal afin de s'y réconcilier avec l'Église. Le phénomène est suffisamment fréquent pour conduire le Mahamad, c'est-à-dire le conseil communautaire, à interdire formellement tout déplacement en terre d'idolâtrie, car le scepticisme religieux fait partie du quotidien des Maranes et reste un caractère dominant de leur personnalité. L'influence des Juifs est considérable dans la puissance commerciale que va réussir à se forger la Hollande, principalement au détriment de la France, avant que cette dernière ne finisse par battre militairement les Hollandais. Ils sont riches et puissants, les notables de la communauté portugaise d'Amsterdam. L'un d'eux contribue financièrement à l'avènement en 1688 de Guillaume III d'Orange sur le trône d'Angleterre. Assurément, plus personne ne pense aujourd'hui comme Werner Zombart en son temps que les juifs séfarades ont introduit le capitalisme en Hollande. Mais à la suite de Fernand Braudel et plus récemment de Jonathan Israël, on peut affirmer sans risque d'erreur qu'ils ont fourni, grâce à leur argent et à leur réseau d'affaires, un appui sérieux à l'expansion du commerce des Pays-Bas dans le monde jusqu'au début du XVIIIe siècle. Banquiers, négociants, assureurs, agents de bourse, ils sont actifs à la bourse d'Amsterdam et détiennent un quart des actions de la Compagnie des Indes orientales créée en 1602. Leurs intérêts s'étendent à tous les continents avec une prédilection déjà mentionnée pour la péninsule ibérique et les possessions espagnoles et portugaises d'Amérique et d'Asie, à Goa et aux Philippines notamment. Ils sont particulièrement présents dans le commerce du tabac, du sucre, dans l'imprimerie et l'industrie des pierres précieuses et ils détiennent le monopole de l'industrie diamantaire dans le monde. Avec l'expansion de l'Empire maritime des Provinces-Unies vont donc se former des communautés juives séfarades hollandaises un peu partout dans le monde, mais notamment dans les Caraïbes et au Brésil hollandais jusqu'à la prise de Recife en 1654 par les Portugais, qui obligent l'importante communauté juive à se disperser, fuyant notamment vers New York, où ils entreront en Amérique du Nord, non sans difficulté, après une dure altercation avec le gouverneur Peter Stuyvesant que j'avais déjà évoqué dans le deuxième épisode de la série d'Historiapolis consacrée à l'histoire des États-Unis. Peu à peu, la relation va se tendre entre une bonne partie des juifs séfarades d'Amsterdam et le Mamad, comme je l'ai expliqué précédemment, donc l'autorité chargée de dicter la bonne conduite religieuse de la communauté. Les premiers s'orientent de plus en plus vers le rationalisme athée, à l'image de Spinoza. Le second, en réaction sûrement à cette tendance, devient toujours plus fanatiquement orthodoxe et radical, multipliant les exclusions de la communauté. Le déclin de l'ibéro-judaïsme hollandais va de toute façon arriver de manière inéluctable dans la première moitié du XVIIIe siècle, de plus en plus submergé par la croissance démographique des Ashkénazes. En Angleterre, les Juifs avaient été expulsés en 1290 par le roi Édouard Ier, et c'est finalement Oliver Cromwell, en 1656 dans le contexte des guerres civiles anglaises, qui autorise leur retour. Il est vrai que les pressions exercées par les rabbins juifs d'Amsterdam comme Menasseh ben Israël sont nombreuses et l'Angleterre est en forte rivalité avec la Hollande et verrait d'un bon œil le changement d'allégeance de cette communauté. Mais on compte également dans cette Angleterre où fourmillent les sectes messianistes un nombre non négligeable de protestants très favorables aux juifs qui considéreraient leur venue comme bénéfique en vue de leur conversion. Concernant les juifs de Pologne, de Lituanie et d'Ukraine, voilà ce que dit Michel Abitbol. Ce sont des juifs ashkénazes venus de la vallée du Rhin, qui ont donné naissance au judaïsme est-européen. Certes, des juifs byzantins vivaient depuis le début de l'ère chrétienne parmi les Slaves occidentaux, et selon une thèse qui n'a jamais été prouvée scientifiquement, ce noyau primitif aurait englobé aussi des Khazars caucasiens convertis au judaïsme à partir du 8e siècle. L'épisode khazar étant parfois considéré comme semi-mythique,
on va s'intéresser en fait à l'arrivée des Ashkénazes en Pologne à partir du XIIIe siècle. La société polonaise médiévale a cela de particulier qu'elle était divisée entre élite cléricale et militaire polonaise d'un côté, et élite agricole d'origine germanique de l'autre, élite qui détenait la grande majorité des richesses, tandis qu'il manquait une élite commerciale structurée faisant le lien avec le reste du monde. C'est la raison pour laquelle les Juifs furent accueillis favorablement par l'aristocratie polonaise, sans cesse en but à une élite agricole allemande à la fois nécessaire et trop puissante. Au XVIe siècle, la Pologne atteint l'apogée de sa puissance jusqu'à la constitution de la République des Deux Nations, en 1569, composée du Royaume de Pologne et du Grand-Duché de Lituanie. La Pologne est à tous les égards un pays multiethnique et plurireligieux, comprenant en plus des Polonais de souche qui ne représentent pas plus de 40%, des Lituaniens, des Biélorusses, des Russes rouges, des Cosaques, des Lettons, des Allemands, des Arméniens, des Italiens, des Écossais ou encore des catholiques, des Grecs orthodoxes, des Juifs, des Uniates, des protestants, des calvinistes, des ariens et des musulmans. Jusqu'en 1580, les Juifs de Pologne sont divisés en deux catégories, les marchands, très prospères, dans la plupart des villes, et les intendants d'exploitation dotés de l'arenda, c'est-à-dire des prérogatives de gestion des grandes propriétés détenues par l'élite agricole. Ces juifs intendants sont souvent très mal vus de la population, car, qu'ils soient juifs ou non, les intendants sont souvent des petits maîtres tyranniques et violents. À partir de la fin du XVIe siècle, l'Ukraine est absorbée par la Pologne qui la traite comme une véritable colonie, et les Ukrainiens comme des esclaves, convertis de force, par ailleurs de l'orthodoxie à l'église catholique uniate par les Polonais. Les seigneurs terriens polonais s'installent avec leurs intendants juifs et vivent ainsi jusqu'en 1648 où les Ukrainiens, aidés par les Cosaques zaporogues originaires de la région du Dniepr, entreprennent une guerre de libération pour chasser l'occupant polonais de l'ouest de l'Ukraine actuelle. Les catholiques et juifs polonais sont indistinctement massacrés dans cet épisode de 2 ans, qu'on appelle le soulèvement de Khmelnytsky, en 1648-1649, d'une guerre qui durera en gros jusqu'en 1660, après que les Cosaques, ayant rompu leur alliance avec les Tatars, se soient alliés aux Russes, qui mettront la main sur l'Ukraine par la même occasion. 40 000 des 150 000 juifs de la région y laisseront la vie, et ce chaos terrible contribuera à l'arrivée de très nombreux Ashkénazes en Europe occidentale, les mêmes notamment qui remplaceront progressivement les judéo-portugais de Hollande. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que c'est à la même époque à peu près, donc 1666, que le sabbatéisme évoqué précédemment atteindra son apogée, faisant dans ce contexte difficile de très nombreux adeptes, y compris en Pologne, Ukraine et Lituanie. Le siècle qui suit, donc de la fin du XVIIe siècle à la Révolution française à peu près, sera très dur pour tout le monde, et notamment pour les Juifs. 2 phénomènes profonds jalonnent cette période. Le délitement progressif de la Pologne, d'abord, dont le système politique et l'économie, inadaptés à la modernité, s'effondrent jusqu'à être partagés plusieurs fois entre la Prusse, la Russie et l'Autriche à partir de 1772, et l'émergence d'un nouveau mouvement qu'on appelle le franquisme, du nom de Jacob Frank, à ne pas confondre avec le franquisme espagnol, bien évidemment, c'est pas du tout la même époque. Frank, en fait, affirme être la réincarnation de sa bataille de Séville. Excommunié par les rabbins, non seulement il affirme qu'il est le Messie, mais qu'il faut dépasser le Talmud, qu'il ira même jusqu'à faire brûler, et s'engage dans une vie de gourou aux frasques sexuelles et morales nombreuses, avant de finir par se convertir à un christianisme de façade, tout en parvenant toujours à fréquenter, de par son charisme et son côté excentrique, les puissants du monde poloneux-germanique. Toujours est-il que cet événement fracturera encore plus le monde juif de la région, et c'est sur ce terreau difficile de guerre et d'appauvrissement, voire de dénuement généralisé, que va naître le judaïsme hassidique moderne tel que nous le connaissons. À la fin du XVIIIe siècle, il y a environ 750 000 juifs dans la région, de loin la plus grande communauté juive au monde. Le fondateur du hassidisme est le Baal Shem Tov, de son vrai nom Israël Ben Eliezer. 2 concepts sont centraux chez lui. Le Devekut, soit la communion avec Dieu, l'idée que Dieu est présent en tout, partout, tout le temps, et qu'il faut communier avec lui le plus souvent, doctrine qui s'applique à tous les juifs et pas seulement aux initiés,
et tous les moyens sont bons pour rendre grâce à Dieu, y compris l'alcool, la fête ou la musique, ce qui donne au hassidisme son caractère si festif et musical, parfois même excessif. Mais aussi le concept de tzaddik, l'homme droit et juste, désignant un nouveau type de rabbin qui doivent non seulement être érudits, mais aussi pieux et charismatiques. Les hassidim, avec leur foi très démonstrative, qui fait un peu penser à ce qu'on retrouvera dans l'évangélisme protestant à partir du XIXe siècle, et leur supposé manque de sérieux dans l'étude des textes sacrés, étude délaissée aux tzaddik, se font vite beaucoup d'ennemis au sein de la communauté. À la fin du XVIIIe siècle, les hassidim, souvent issus des classes les plus pauvres, font face aux mitnagedim, issus de la bourgeoisie mercantile plus lettrée et traditionnaliste. Mais bientôt, les deux communautés se réuniront sur l'opposition aux maskilim, rationalistes influencés par les Lumières qui provoqueront la Haskalah. Les partages de la Pologne de 1772 et 1793 vont avoir pour conséquence de complètement fracturer ce judaïsme polonais remontant pourtant très loin, entre juifs vivant désormais sous la domination germanique, qui vont connaître une haute ascension sociale et intellectuelle, et les juifs de l'Empire russe, bientôt cantonnés à ce qu'on appellera la zone de résidence, créée par Catherine II en 1791. En effet, si les juifs de l'Empire russe connaîtront un destin miséreux, les juifs du monde germanique, après la fin de la guerre de 30 ans, sont progressivement de nouveau acceptés dans les grandes villes de l'Empire, et certains obtiennent désormais le statut officiel de Schutzjuden, c'est-à-dire de juifs protégés. C'est à cette époque et surtout au XVIIIe siècle qu'on va voir émerger les juifs de cour, ou Hofjuden, qui n'est pas un statut officiel mais une simple appellation. Personnage ambivalent dont le juif Zus de la propagande nazie sera la caricature basée sur le personnage réel de Joseph Zus Oppenheimer, un usurier arrogant et pour tout dire lui-même assez caricatural. Mais les juifs de cour produiront aussi de grands intellectuels, dont le plus renommé est sûrement Moses Mendelssohn, père du mouvement des Lumières juives résidant à Berlin. Au XVIIIe siècle, les souverains du monde germanique sont globalement très favorables aux juifs. Frédéric II, bien que ne les appréciant pas beaucoup personnellement, améliore considérablement leur statut, conscient de leur rapport au commerce florissant de la Prusse. En Autriche, si Marie-Thérèse est très hostile à leur égard, son successeur Joseph II élaborera en 1781 un Tolerance Patent très progressiste, supprimant quasiment toute forme de discrimination, en dépit de quelques obligations formelles en réalité peu appliquées, comme l'obligation pour les juifs d'enseigner à leurs enfants l'allemand plutôt que le yiddish. Nous sommes moins de 10 ans avant la Révolution française, et ces édits autrichiens seront largement repris par les révolutionnaires français, notamment Mirabeau ou encore l'abbé Grégoire, pour soutenir et justifier l'émancipation totale des Juifs en France. Voilà donc pour cet épisode sur l'évolution des communautés juives à partir de la Renaissance et jusqu'au seuil de la Révolution française. Le prochain épisode sera consacré aux conséquences de la Révolution pour les Juifs en France et dans le monde, mais aussi plus largement au XIXe siècle. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, à le partager et à le commenter, et à bientôt sur Historiapolis.